On a un panel qui va commencer tout de suite et qui est assez exceptionnel, Shams. Je veux te redonner un micro parce que tu vas avoir à distance des personnes qui sont assez extraordinaires et qu'on ne présente plus. J'ai envie de dire, accueillons déjà sur scène Salima Amira, qui est Country General Manager pour Microsoft, qui va être en présentiel. Et nous avons également donc Mamadou Diallo, qui est directeur général de CIO Mag, qui va également nous rejoindre. Mamadou, bienvenue. Je rappelle que CIO Mag est un magazine qui présente les avancées du digital et du numérique sur le continent africain depuis plus d'une quinzaine d'années. Mamadou, merci de nous rejoindre. Et à distance, nous avons quelqu'un de très particulier qu'on ne présente plus. Elle est ancienne ministre, elle est présidente du conseil d'administration de Ring Capital Africa. Elle est présidente de la Fondation Femmes du numérique. C'est Elisabeth Moreno qui est avec nous en ligne. Elisabeth, hi, bonjour. Bienvenue bonjour. Dans cette deuxième édition. Ravi de vous retrouver, Elisabeth Moreno. Nous avons également Jean-Michel Huet, qui est partenaire chez Bearing Point et qui nous rejoint à distance sur ce plateau. Bienvenue, Jean-Michel. Bonjour, bienvenue. Et enfin, nous avons Modi Ouribari, qui est co-founder et CEO de Transnumérique. Ils vont tous ensemble, avec votre écoute et votre soutien, partager ce débat qui va être sur les nouveaux métiers de l'IA. Quelles opportunités pour la jeunesse africaine. C'est à toi, Shams. Merci. Merci beaucoup, Gaïta. Merci pour cette introduction. Ravi de revenir de nouveau sur le plateau central et d'accueillir de nouveaux invités. Parmi eux, donc, on le disait tout à l'heure, nous avons Madame Moreno, Elisabeth Moreno, qui nous fait l'honneur de se joindre à nous depuis Paris, certainement. Donc peut-être une rapide introduction pour que chacun soit conscient de qui nous avons en face de nous. Donc Madame Moreno est née au Cap-Vert. Elle a été élevée en France, donc un talent de la diaspora, comme j'aime le dire. Donc Madame Moreno a été entrepreneur dès l'âge de 20 ans et donc dirigeante dans le secteur de la tech. Mais surtout, Madame Moreno a été ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes de la République française. Et donc nous avons l'honneur aujourd'hui de demander à Madame Moreno de nous apporter sa contribution par rapport à cette question que tout le monde se pose. Comment pourrions-nous mettre en lumière les métiers créés par l'IA et identifier les voies concrètes d'accès pour la jeunesse africaine? Madame Moreno, si vous voulez bien nous donner votre point de vue sur le sujet, vous qui avez parcouru l'Afrique en long, en large et qui avez certainement une vision assez claire de ce potentiel, justement. Merci infiniment, Mamadou. Merci beaucoup pour cette introduction. Et je voudrais vous dire à toutes et à tous, ceux qui sont à Casablanca, mais également ceux qui sont en virtuel. Je voyais Jean-Michel tout à l'heure adapter mon écran pour essayer de voir où vous vous trouvez, ce magnifique paysage que vous nous offrez. Et c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette nouvelle édition du Future of Work au Maroc. C'est l'édition 2025 et je sais combien il faut travailler dur pour mettre ce genre de choses en place. J'aurais évidemment beaucoup aimé être avec vous à Casablanca, mais malheureusement, mes obligations professionnelles me retiennent à Paris. Ceux d'entre vous qui me connaissaient savaient que j'ai eu la chance de vivre au Maroc avec ma famille, où je dirigeais les grands comptes internationaux de Dell pour la région EMEA. Et pour moi, le Maroc est une véritable terre d'engagement, d'innovation et d'espérance pour l'ensemble du continent africain. Et le GITEX qui s'est déroulé à Marrakech il y a quelques semaines et les pépites que le CIO Award a révélées montrent que l'Afrique est encore véritablement une terre de potentiel qui n'a pas encore totalement été exploitée par les Africains eux-mêmes. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit aussi dans cette session de Future of Work. Alors, la question que je me pose, Mohamedou, est-ce que je fais tout de suite ma keynote ou est-ce que tu veux présenter l'ensemble des panélistes d'abord?
On nous confond souvent parce qu'on a tous la même taille. Nous sommes tous les deux sénégalais. Mais Ah, pardon! Mohamedou est juste en je face de suis moi et désolée. peut prendre la parole d'ailleurs. Mohamedou. Moi, c'est Shams Diagne et Mohamedou Diallo en face de moi, que tout le monde connaît au Maroc, qui n'est plus à présenter. Mais Shams, vous pourriez vraiment être son frère parce que Mais oui, il je y a sais. un contre-jour, donc je pensais vraiment que c'était Mohamedou qui parlait. Mais même sur l'événement, il y a des gens qui viennent me voir. Alors, Mohamedou, ça va? Je dis oui, ça va. Vous avez un message pour lui? Donc oui, absolument. En fait, l'idée, ce serait de pouvoir peut-être approfondir un peu le sujet dans un contexte où l'Afrique est le continent le plus jeune, donc qui représente un formidable potentiel économique. Les métiers liés à l'IA se développent très rapidement, on en parlait tout à l'heure sur le panel précédent, et l'écart entre les besoins du marché et la formation est encore très grand. Et l'IA appliquée à des secteurs traditionnels peut ouvrir des opportunités nouvelles. On en parlait tout à l'heure, le secteur de la santé, le secteur du sport, le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, la musique, certainement également. Énormément d'opportunités. Et l'idée est de pouvoir avoir un avis sur cette thématique-là, de la part de... Pour faciliter les choses, vous qui êtes à distance, on aurait adoré que vous soyez parmi nous, mais ce serait intéressant d'avoir justement un avis plus précis par rapport à ce potentiel. Peut-être, si on prend le secteur de la tech que vous connaissez bien, quel est votre angle de vue par rapport à ça? Est-ce que Madame Moreno est encore avec nous? Ah oui. Merci Shams, merci beaucoup. Donc, en fait, moi je trouve que Amal, Wassila et Wissal ont eu une excellente idée de lancer ce forum, parce que souvent, quand on assiste à ces forums où on parle du Future of Work, on y assiste à l'extérieur du continent, alors qu'il y a énormément de choses à dire sur le continent africain et on a besoin de voix fortes, de voix collectives et de voix ambitieuses pour repenser justement le futur du travail. Et j'adore le thème qui a été choisi cette année, l'harmonie. Et je crois que la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce thème, c'est parce que je pense que si nous vivons autant de chaos aujourd'hui, c'est probablement parce que nous manquons cruellement d'harmonie. Et ce sujet n'est pas un luxe de philosophie, c'est véritablement une urgence de terrain. Parce que dans un monde qui est traversé par tellement de crises, qu'elles soient climatiques, technologiques, sociales, géopolitiques, et j'en passe, et des meilleures, eh bien, l'harmonie n'est plus une option, c'est un choix politique, c'est un choix économique et c'est un choix humain. Et créer des environnements de travail plus inclusifs, plus équitables, plus humains, c'est simplement pas un supplément d'âme, c'est un levier de performance, c'est un levier d'innovation et de résilience collective. Et je crois que, sans exagérer, je peux parler de responsabilité collective qui est devenue totalement incontournable. Lorsque j'ai lu ce thème et que Wassila m'a demandé de parler dessus pendant 10 minutes, je me suis dit que c'était un vrai défi parce que vous êtes tous, quasiment tous sur place et vous gardez attentif pendant 10 minutes, c'est un défi, mais c'est un sujet qui me passionne et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre cette passion. Et je crois que j'ai envie de vous la transmettre en commençant par reconnaître que le travail est une véritable source d'appartenance et de transformation, que ce soit pour les femmes, pour les jeunes, pour les seniors. C'est un moyen de prendre notre place dans la société. Mais aujourd'hui encore, eh bien encore, il y a trop de jeunes, trop de femmes, trop de talents qui sont totalement invisibles, soit dans nos territoires, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les montagnes, que ce soit dans les quartiers populaires, eh bien, trop de gens sont exclus des opportunités professionnelles. Et c'est pour ça que l'inclusion ne doit pas être considérée comme une faveur que l'on va accorder à certains au détriment de l'autre. Ça doit être une condition de notre avenir commun. Et pour rendre cela réel, eh bien, ça suppose d'agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les politiques publiques. Quand on garantit l'accès à une éducation de qualité, à la formation continue et à la protection sociale à tous et à toutes.
Le deuxième accès, c'est les entreprises. Les deuxièmes responsabilités, ce sont évidemment les entreprises quand elles intègrent des pratiques de recrutement qui sont équitables, des programmes de mentorat et parfois aussi, oui, il faut le dire, même si ça crée parfois des tensions, il faut des quotas pour faire avancer certaines populations féminines notamment, pas pour imposer, mais pour corriger un déséquilibre systémique qui existe depuis des siècles. Et le troisième pilier, qui est tout à fait fondamental pour moi, c'est le leadership. Un leadership courageux, audacieux et engagé. Parce qu'on voit bien les leaders aujourd'hui qui reculent sur ces questions de diversité, d'équité et d'inclusion dans le monde de l'entreprise. À mon avis, elles se tirent une balle dans le pied, mais on en parlera plus tard. Et je crois qu'il est important Alors, il semblerait une culture d'entreprise beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable et beaucoup plus performante. Et je crois qu'ils sont les véritables passeurs de valeurs, les gardiens de l'éthique et les révélateurs de potentiel et de talent. Et sans eux, il n'y a pas d'harmonie possible. Sans un leadership soutenu par les patrons, par les managers et par les ressources humaines, qui doivent être exemplaires, eh ben, on n'arrivera pas à une transformation durable. Et je crois que former les leaders à la diversité, c'est former les leaders de demain à penser, à écouter différemment et à inclure beaucoup plus profondément. Je dis souvent que l'Afrique est en retard. Moi, je ne crois pas que l'Afrique soit en retard. Je pense que l'Afrique est en mouvement. Il y a des millions de jeunes tous les jours qui innovent, qui entreprennent, qui inventent de nouvelles solutions. Mais si on veut passer à l'échelle, eh bien, il faut des stratégies audacieuses. Il faut évidemment formaliser l'économie informelle et on ne pourra pas le faire sans le numérique et je vais vous en dire un mot dans une seconde. Il faut évidemment financer massivement l'entrepreneuriat, impérativement soutenir les talents africains dans la tech, dans l'intelligence artificielle. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec une start-up d'intelligence artificielle au Maroc qui fait un travail colossal pour une structure qu'on est en train de créer. Et donc, les talents sont là, il faut juste les mettre en lumière. Et il faut évidemment travailler sur les métiers du futur. Shams, oui. Vous m'avez interrogé sur la question de l'intelligence artificielle. Eh bien, moi, je crois profondément, vous vous en doutez, je suis une technophile, je connais les avantages des technologies, mais je connais aussi ses dangers. Mais je crois que l'intelligence artificielle, si elle est éthique et inclusive, elle peut être un formidable levier pour l'avenir du travail sur le continent africain et pour notre jeunesse en particulier. On a 70% de la population africaine aujourd'hui qui est âgée de moins de 30 ans. Elle est née dans les nouvelles technologies. Et je sais que le continent détient aujourd'hui la plus grande force de travail potentielle au monde. Et cette grande force de travail, elle peut servir d'abord au développement du continent africain et ensuite au monde entier quand on sait que certains continents sont vieillissants et qu'ils ont besoin de talents qui sachent pouvoir contribuer au développement du monde. Et pourtant, sur le continent africain, un jeune sur 3 est encore sans emploi ou totalement sous-employé. Et je crois que le numérique a le potentiel de changer cela. Si on regarde autour de nous, prenez le Rwanda, où on a des ingénieurs en intelligence artificielle qui sont formés au Centre africain d'excellence avec, je crois, Carnegie Mellon. Prenez le Nigeria, où je crois que c'est 54 Gen, je crois que c'est long, je ne veux pas dire de bêtises, ils utilisent la data pour complètement révolutionner la santé dans l'un des plus grands pays africains en termes de population. Et on sait que la santé est un enjeu fondamental pour le continent. Vous prenez le Kenya, quand ils ont lancé M-Pesa, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, ils influencent non seulement le mobile payment sur le continent africain, mais dans le entier. Et je veux souligner aussi le travail que fait Smart Africa Alliance, parce que d'abord, j'ai rencontré leur président il n'y a pas longtemps et sa passion me transporte. Mais si Smart Africa sait parler du marché numérique panafricain intégré,
et qu'il arrive à embarquer le plus grand nombre de pays africains, eh bien, je pense qu'on peut totalement transformer l'avenir de notre continent. Mais pour ça, évidemment, il faut des infrastructures, il faut de la connectivité, il faut de la formation et surtout, il faut une volonté politique forte de faire du numérique une priorité inclusive. Magnifique. Laissez-moi vous parler du Pardon. Maroc. Je vous ai dit que j'ai vécu... Oui? Allez-y, je vous laisse finir. J'avais une question justement qui allait dans ce sens, mais allez-y. Je termine et je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez. Je ne pense pas avoir dépassé les 10 minutes, donc je termine et je vous laisse me dire. Hein. Donc, moi, je veux vraiment parler du Maroc, parce que je trouve que le Maroc inspire beaucoup aujourd'hui sur ce qu'on peut faire. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un d'Intelaka qui accompagne des milliers d'entrepreneurs sur le continent. Et avec la génération green, la génération qui travaille sur les questions d'agritech et de digital rural, avec les écoles comme l'INPT ou l'UM6, l'université Mohamed VI, ou qui forment les ingénieurs du continent, et avec les Women in Tech du Maroc, les femmes de demain peuvent prendre leur place dès aujourd'hui. Et je termine par cela. Quand on a parlé du Future of Work et du thème de l'harmonie, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'ikigai japonais. Et imaginez un monde dans lequel les femmes, les hommes, les jeunes et les seniors, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, puissent se lever tous les matins en sachant exactement pourquoi ils et elles se lèvent. Un monde où le travail n'est pas seulement une source de revenus, mais une source de sens. Et bien, c'est ça, la philosophie japonaise de l'ikigai. Et c'est ce point d'équilibre entre ce que nous aimons faire et ce en quoi nous sommes doués, dont le monde a besoin aujourd'hui. Et c'est ce monde que l'Afrique peut construire et c'est ce monde que l'Afrique peut inspirer. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Moreno. J'adore votre positivité et je pense qu'on en a besoin justement par rapport au sujet. Plutôt que d'être dans la crainte, être optimiste et se dire que c'est une chance pour l'Afrique. Mais chaque secteur doit jouer son rôle, vous l'avez dit, le secteur public d'une part, mais d'autre part le secteur privé. Et je voudrais justement poser la question à la patronne de Microsoft Maroc, Salima, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. J'aimerais savoir quel est finalement le rôle des entreprises tech dans la montée en compétences des jeunes, notamment par rapport à toutes les initiatives dont parlait Madame Moreno. Que fait Microsoft sur le continent pour faire en sorte que ces jeunes puissent passer à l'échelle ? Merci beaucoup, Shams. Je ne fais pas l'erreur de confondre. Merci beaucoup. J'ai le privilège d'être avec vous sur place. Exactement. Merci aussi aux organisateurs et bravo pour cet événement magnifique. J'aime beaucoup ce que disait Madame Moreno et j'adhère totalement. La révolution que nous sommes en train de voir est une révolution qui est une vraie opportunité pour le Maroc. Elle a souligné quelques points qui sont très importants, démographiques d'abord. Et c'est là où nous allons nous concentrer côté Microsoft. Donc démographique, d'ici 2030, l'Afrique aura 40% de la jeunesse active mondiale. Donc juste ça est une opportunité incroyable. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier sur lequel on se concentre en tant que Microsoft. Nous avons fait une étude mondiale où nous avons perdu, je pense, nos invités. Ils vont revenir certainement, okay. La connexion. Où il y a une étude qui prévoit que 149 millions de nouveaux emplois vont être créés. Après, je voudrais apporter une petite clarté. Ce qu'on considère comme nouvel emploi, IA, n'est pas nécessairement un emploi 100% IA ou natif IA. Pour nous, tous les emplois sont des nouveaux emplois de l'IA. Certains vont se transformer à 20%, d'autres seront créés à 100% par l'IA. Il y aura, entre guillemets, de la récup, on va dire. Énormément. Pour justement permettre à des personnes de se recycler. Tout à fait. Vous disiez que la jeunesse n'a pas envie de faire les tâches répétitives. Absolument. Et ne le fera pas. Absolument. Donc c'est vraiment toute cette couche-là qui va disparaître, ou à 80, 100 ou 20% d'un rôle, et donc on devra créer. Donc sur ces 149 millions, nous avons le projet de former 25 millions de spécialistes IA, différentes fonctions. Ça va des fonctions 100% IA ou des fonctions qui vont supporter d'autres comme le HR, comme la finance, etc.
avec un projet de faire plus de 10 millions en Afrique, parce qu'encore une fois, nous avons l'avantage démographique d'avoir plus de 40% de cette jeunesse qui va être ici. Magnifique, ce sont de très bonnes nouvelles en termes de justement soutien. J'espère que la jeunesse qui est là nous entend et est optimiste par rapport à cela. Je souhaiterais demander à notre cher Mohamedou, mon jumeau on va dire pour l'occasion, quel est son point de vue sur le sujet. Lui qui est dans le secteur de la tech depuis un certain temps, qui a pu parcourir notre magnifique continent sous différents angles, avec différentes finalement manières d'aborder la tech, avec des sujets tels que la cybersécurité, parce qu'on parle des opportunités, mais il y a aussi les risques qui sont conséquents. Et je souhaiterais avoir ton avis sur ce sujet. Comment est-ce que voilà, les choses se passent, à ton avis, toi qui sillonnes le continent en long et en large et qui parle à tous les DSI, tous les CIO du continent, quel est l'état de l'art? Merci beaucoup, Shams. Merci à l'assistance et merci aux organisateurs de cet événement, qui est un événement merveilleux auquel nous avons l'occasion d'assister pour la deuxième édition. Alors, mon observation par rapport à la montée en puissance de l'IA en Afrique s'articule autour de deux choses. Donc, aujourd'hui, en termes de sensibilisation, on voit qu'aujourd'hui, sur les 54 pays africains, au moins une quarantaine de pays ont mis en place une stratégie nationale de l'IA. Donc c'est une bonne nouvelle donc, en termes de sensibilisation, puisque quand on ne sensibilise pas suffisamment la population, on n'arrive pas à aller vers ce processus de transformation auquel on fait appel de tous nos cœurs. Sur les pays auxquels Smart Africa intervient, donc les 40 pays ou 45 pays appartenant à Smart Africa, il y a une volonté de mettre en place un espace numérique commun qui permettrait donc d'optimiser les achats, d'optimiser les process et la mise en place de tout cela. Une fois que cela est dit, donc je pense que si on met en place ces stratégies nationales, donc le problème qu'on a en Afrique, c'est la mise en œuvre. Il est très simple donc de faire des rapports, de diagnostiquer les problèmes. Donc une fois que ces problématiques sont diagnostiquées, la mise en œuvre reste un peu problématique. On a parlé de la résistance au changement, qui est un vrai problème, qui est un vrai phénomène, et comment apporter des solutions à cette résistance au changement. Toute révolution entraîne justement des résistances au changement, même dans les pays les plus développés. Donc en France, on voit que dans les années 1900, quand il y avait eu de l'eau courante dans Paris, donc les gens disaient que ça allait tuer des emplois. On ne voit pas, il y avait des centaines et des milliers de personnes qui portaient de l'eau dans les immeubles pour les arroser, pour apporter de l'eau. Et elles se disaient, voilà, s'il y a l'eau courante qui arrive dans les maisons, ça va tuer les emplois. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une ville comme Paris, une ville comme Casablanca, une ville comme Marrakech sans eau courante. Donc c'est la même chose qu'aujourd'hui, tu l'as comparé tout à l'heure avec l'arrivée de l'Internet à l'époque. Donc c'est un changement qui est là, qui va fondamentalement révolutionner notre société. Et je pense que l'Afrique est en mouvement, comme l'a dit tout à l'heure Elisabeth Moreno, hein, l'Afrique n'est pas en retard, mais en mouvement. Et quand on voit qu'on a besoin d'investir massivement dans les technologies de l'information et rendre accessibles les infrastructures numériques. Aujourd'hui, quand on voit dans des pays comme le Burkina Faso où le coût d'une connexion haut débit est comparable au SMIC d'une personne normale, donc on se dit qu'il y a un travail à faire de la part des pouvoirs publics pour rendre accessibles ces infrastructures et que l'Internet soit accessible à tous ces gens-là. Et l'autre remarque que je voulais apporter également, c'est de dire, voilà, il y a un effort fondamental à faire en termes de formation. On compare l'Afrique qui compte 1,5 milliard habitants, à un pays continent comme l'Inde, qui fait 1,4 milliard. Donc à peine on forme une centaine de milliers 100 000 ingénieurs en informatique pour toute l'Afrique, hein, de tous les pays confondus. Et c'est l'équivalent de l'Inde qui a à peu près la même population, en forme 5 fois plus. Donc, ils forment 500 000 ingénieurs dans le domaine de l'informatique, sans compter la diaspora qui est basée aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui apporte énormément de choses. Donc, je pense que si on veut vraiment atteindre ces objectifs-là, on devrait au moins multiplier par 5 la formation donc, de ces ingénieurs-là, tu l'as parlé tout à l'heure, en data scientist, en cybersécurité, qui pose un problème, et dans tous les secteurs appliqués à la santé, à l'agriculture, etc., pour justement répondre à ces défis-là auxquels notre continent est confronté. Très, très intéressant. Et justement, on parlait de formation tout à l'heure avec Microsoft qui va offrir un volume massif de formation à cette jeunesse.
La question que je me pose, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez tous là, mais j'ai été bluffé parce que j'ai vu à l'école 1337, qui fait partie du réseau de l'école 42 que Mohamedou connaît bien, donc qui a démarré en France. Et vraiment, d'arriver dans une salle de classe, moi, c'est pas ce que j'ai connu, hein, je sais pas vous, mais d'arriver dans une salle, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'encadrant, chacun est face à sa machine et apprend et il va étape par étape, etc. C'est assez bluffant, mais au-delà de ça, ça donne un angle, une perspective assez intéressante. Quand on voit les États avoir du mal à construire des infrastructures, à recruter des enseignants qui ont le bon niveau, etc. Est-ce que l'avenir, finalement, de la formation, par exemple, le type de formation que Microsoft va proposer ou propose déjà, est-ce qu'il y a cette prise en compte, finalement, de le faire de la manière la plus adaptée à la réalité de notre continent? Parce qu'à la base, on parle des GAFAM, ce sont les Américains, donc souvent, tous ces concepts-là sont importés, mais on a besoin de faire des choses made in Africa. Et moi, j'ai vu du made in Maroc, et donc pour moi, made in Maroc égale made in Africa, et j'aimerais bien savoir comment Microsoft envisage les choses de ce point de vue. Alors, il y a deux questions dans la question. Il y a les New Ways of Skilling, comment on s'adapte aux besoins des nouveaux apprenants, et pas que les apprenants, les entrepreneurs aussi. Vous avez donné des exemples sur l'accès à l'infrastructure, et nous dépendons à 90% en Afrique des TPME, donc nous avons besoin de les former aussi, de leur donner les moyens, non seulement d'accéder à l'infra, mais d'avoir du contenu et des compétences. Donc oui, et je te rejoins sur le modèle 1337 qui est très innovant, où il n'y a plus besoin d'avoir une formation linéaire, séquentielle, mais tout le monde a accès à tout en même temps. Après, tout le travail qui est fait, c'est comment supporter ces nouveaux apprenants sur des new ways of thinking. Comment est-ce que je fais du self-learning? Qu'est-ce que je priorise et comment? Et c'est vraiment ça, parce que le contenu est dispo. On a mis encore plus de contenu disponible gratuitement sur plusieurs parcours de formation. Après, ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est plus travailler avec eux pour supporter les nouveaux apprenants, pour se former eux-mêmes, pour faire leur propre shopping de compétences quelque part, et de la manière la plus adaptée à leur marché. Le faire aussi de la manière la plus courte et agile, parce qu'il y a besoin d'agir rapidement et d'arriver sur le marché. Sur le deuxième point, donc, est-ce qu'on prend ce qui vient de l'autre côté ou est-ce qu'on développe? J'ai toujours été fan, et surtout maintenant, des approches parallèles, jamais des approches séquentielles, parce qu'une approche séquentielle suppose qu'on a l'éternité devant nous pour avancer. Pour moi, on ne devrait pas chercher à réinventer la roue. Par contre, ce qui est important, et vous l'avez souligné, c'est que nous devons, État, entreprises privées, entreprises publiques, donc vraiment en PPP, travailler ensemble pour garder la vision IA africaine, de se dire nous avons besoin de construire notre ADN, notre identité, nos propres modèles et notre infrastructure ou compétences, mais qu'en parallèle, nous devons, au sein des États, ou des entreprises et pour les individus, consommer ce qu'il y a. Il y a des no regret moves, donc il y a des choses qui sont déjà éprouvées, validées, à très bas coût ou quasiment gratuites. Pendant qu'on développe notre contenu, utilisons ce qu'il y a. J'espère avoir répondu. Absolument, absolument. Réponse très intéressante. Et justement, nos amis nous sont revenus, ceux qui étaient en ligne. Monsieur Barry, PDG de la société Transnumérique. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue justement sur le volet formation. Vous qui êtes aujourd'hui un pionnier dans ce domaine, quel est votre avis justement par rapport à ce qui a été dit dans le cadre de la formation des jeunes? Merci beaucoup, Monsieur Diane. Merci à tous et à toutes. Il y a des visages qui sont connus. Hein, et félicitations à Wassila, Amal et puis Wissal. Mon cher ami Mamadou et puis Jean-Michel, Elisabeth aussi. Salima, coucou. Je travaille avec Salima, étant partenaire Microsoft. Hein. Et tel que je vais commencer par les propos de Tarek. Tarek que je connais bien aussi. Hein. On travaille ensemble sur des use cases au niveau de l'IA. Il dit qu'il a failli quitter Microsoft parce qu'il a reçu une offre.
sur les métiers technologiques, il y a une forte tension. Et Ceditech, justement, est parti de là. Transnumérique étant un des partenaires clés de Microsoft dans la sous-région, nous avons été confrontés aux problèmes de ressources. Parce que justement, quand des ressources viennent chez nous, pour pouvoir les mettre à un niveau international, on les forme. Ça nous prend à peu près 1 année. Donc, et on a toutes les certifications avec des partner solution désignation qu'on met en place avec un accompagnement. La deuxième année, la ressource commence à être bonne. Et quand elle est devenue autonome, c'est là qu'on vient nous les voler. Donc, on se retrouve à recommencer à chaque année à former. Et ça décourage les personnes qui sont localement et qui sont en perpétuel recommencement. Donc, c'était vraiment une problématique existentielle au niveau de Transnumérique. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que l'idée de Ceditech est née. Ceditech, pour votre information, c'est le Centre d'excellence digitale et technologie qui a ouvert ses portes le 9 avril à Abidjan. Et qu'est-ce qu'on a fait pour venir? On a d'abord dit, OK, au niveau de Transnumérique, nous avons besoin de quel type de ressources? Transnumérique veut se positionner comme le joueur numéro 1 dans la sous-région au niveau des solutions AI. Donc, ça nous prend des AI engineers. Étant partenaire cloud, ça nous prend des cloud administrators. Et la cybersécurité, comme on est en ligne, ça prend des cyber security operation analysts. De nos jours, quelqu'un a parlé de données. Tout ce qui est data pour pouvoir avoir des insights et prendre des décisions éclairées, ça nous prend des analystes BI. Et avec le développement très rapide des opérations, on veut les automatiser. Donc là, on parle de DevOps. OK? Et des fois aussi, notre besoin est tellement particulier que nous avons besoin de faire nous-mêmes nos propres solutions. Là, on parle de full stack, OK, pour le développement applicatif et web. Et dans tout ça, il y a une composante qu'on n'associe pas trop aux technologies, mais qui est le digital marketing. Aujourd'hui, tout se fait en ligne. Et il y a des données, il y a du marketing automation, il y a des lead generation et puis du nurturing qui se fait à partir des outils. Donc, c'est ça que Ceditech vise. Et Ceditech, on ne le fait pas seul. Quelqu'un a parlé de mettre en relation tout l'écosystème. Donc, on a le ministère de la Transition numérique qui d'habitude parraine toutes les initiatives du pays parce que c'est des projets structurants au niveau national. On a le ministère de la Transformation, de la formation professionnelle. On a le ministère de l'Éducation supérieure parce que pour être dans ces filières-là, nous, on a voulu se positionner au niveau de l'excellence. Donc, faire un programme après 6 mois qui permet d'avoir un parcours métier. Donc, quelqu'un va pouvoir se dire, je suis ingénieur AI, je suis Cyber Security Operation Analyst. Donc, il y a tout un curricula où il y a 50% de pratique. On a parlé de méthodologie tout de suite qui s'applique à nous en Afrique. Malheureusement, je vais peut-être casser la bulle, le virtuel à 100% ne fonctionne pas chez nous en Afrique subsaharienne. Ça prend une méthode hybride. La question, c'est pourquoi, monsieur Barry, pourquoi? Pourquoi? Parce que, en réalité... Très bonne question. Oui, parce que et peut-être que cette question, le cabinet Bearing Point va également nous donner son point de vue, parce que je sais qu'ils font pas mal d'études et ont certainement une vision assez macro par rapport à ces sujets-là. Parce que former des gens, c'est super, mais derrière, il faut des opportunités. Et comme on a le sentiment que l'IA, ça va tellement vite en réalité qu'il faut se former en permanence, on ne peut pas suivre le rythme finalement en étant tout le temps derrière à former les gens. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que les Africains ne seraient pas capables d'apprendre seuls en ligne pour justement pouvoir saisir les opportunités comme elles arrivent et sans en rater une seule, parce qu'on en a besoin. On a une jeunesse qui n'attend que ça. C'est une très bonne question. En fait, ça part du système d'éducation à la base.
aujourd'hui, je vais vous parler d'Afrique subsaharienne. Il y a le maître qui vient à l'école, il a son sujet, et puis il met son sujet, et puis les étudiants ont l'habitude d'être réactifs, pas proactifs. J'ai étudié au Canada, ok? Là-bas, c'est plutôt de la proactivité. On te donne un peu les sujets et puis tu as cette capacité que tu développes de t'auto-former. Et cette capacité d'auto-formation n'existe pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'au niveau au début, il faut apprendre à apprendre. Une fois qu'on sait apprendre, là maintenant, on peut utiliser l'intelligence artificielle et tous les outils, les les LMS qui sont en ligne pour arriver. Donc, on est, oui, un mouvement, comme Elisabeth a dit, on manque certaines bases pour nous permettre d'éclairer. Très bien. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, oui, non, mais ça part, en fait. Si je peux me permettre... Si on résume, juste avant. Si je peux me permettre, j'en profite un petit peu. Juste avant, en fait, je pense que c'est important ce que M. Barry a dit, c'est-à-dire que on a des biais finalement liés à la manière dont on apprend en Afrique, à la base. C'est comme ça que ça fonctionne jusqu'ici. Or, il y a un shift qui doit s'opérer pour qu'on puisse apprendre différemment et justement profiter de tout ce contenu, tout à l'heure Salima le disait, gratuit, accessible, ouvert à tous. Donc, voilà, je te laisse... prendre le relais, mais je pense que c'est important de préciser quand même notre contexte. Hein. On n'est ni aux US, ni... c'est l'Afrique ici. Mon seul point était juste complémentaire sur la question que tu as posée et qui était très bonne. Il existe aujourd'hui aussi maintenant des méthodes de formation où on n'a pas forcément, alors ça peut choquer, des besoins de professeurs. Et je pense que les cas d'application dans le digital et dans l'IA s'appliquent totalement. Un des modèles qui fonctionnent, y compris en Afrique, c'est celui d'école 42. Merci Jean-François, merci beaucoup. Jean-Michel, pardon. Merci beaucoup. Tu confirmes ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu la chance d'y être il y a 2 jours. J'ai vu. L'école 42, et notamment sur l'IA, c'est un système où c'est les apprenants 2e et 3e année au-dessus qui forment les plus jeunes. D'ailleurs, ça fait partie de leur cursus d'apprentissage. C'est une école où il y a 0 professeur. Alors évidemment, ça ne fait pas à tout le monde, mais c'est un cas qui se développe beaucoup. Alors, si je parle avec vous, et comme Elisabeth et moi, je le regrette beaucoup, c'est que cet après-midi, je suis sur le campus parisien de l'école 42, donc un hackathon, autour de tout ce qu'il y a, et ils n'ont pas de preuves, soyons clairs, c'est les étudiants qui eux-mêmes apprennent, par exemple 18 et 40 ans, c'est vraiment à différentes étapes, et c'est aussi des modèles d'apprentissage qui sont intéressants. Et il faut savoir que l'école 42 existe à Madagascar, elle existe en Angola, et elle existe au Maroc, avec l'université, même CISP et l'OCP. C'est juste une parenthèse pour donner ce cas d'exemple. 100% d'accord. 100% d'accord. Je voudrais juste maintenant qu'on consacre les quelques minutes qui nous restent sur justement les opportunités concrètes pour les jeunes. Je m'explique. J'ai eu la chance de pas mal voyager, de vivre dans différents pays sur le continent. Et je me rends compte que, par exemple, l'Afrique anglophone est très, très en avance sur ce sujet-là. On forme des jeunes ingénieurs dans ces pays-là qui considèrent le monde comme leur terrain de jeu, pas l'Afrique, le monde. Et très souvent, amusez-vous à aller sur des plateformes LinkedIn et autres, vous verrez quelqu'un qui est assis à Nairobi ou à Lagos ou en Afrique du Sud et qui travaille pour les GAFAM, okay, et qui a un excellent salaire, qui a une excellente qualité de vie, qui est autonome, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire émerger plus d'opportunités comme ça? Et là, pour le coup, je pense en particulier à l'autre partie de l'Afrique, le côté où nous sommes, nous, l'Afrique francophone. Enfin, qu'est-ce qui explique finalement le fait que ces jeunes-là soient dans des conditions des fois plus difficiles? Au Nigeria, vous avez... moi, je suis arrivé au début, je dis, mais les coupures, c'est pas tous les jours. Non, c'est tous les jours. Vous avez 2-3 heures d'électricité, le reste du temps, il n'y en a pas. Et ces jeunes, ils arrivent quand même à saisir les opportunités. Donc si eux peuvent le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique francophone, on ne soit pas aussi agressif, entre guillemets, par rapport aux opportunités d'emploi, véritablement, et d'aller les chercher là où elles sont? Peut-être, Mohamedou, souhaites-tu
réagir là-dessus? Je pense que c'est lié à la formation. La formation, telle que Maudit Goury l'a dit tout à l'heure, au Canada, donc on apprend à apprendre pour pouvoir s'auto-former avant de passer à autre chose. Donc je pense que c'est une mentalité anglo-saxonne qu'on n'a pas dans les pays francophones. Et il y a un point également très important, c'est également même lié à l'histoire de la colonisation. On avait vu que dans les pays anglophones, quand on voit le classement, que ce soit dans le domaine de l'IA, que ce soit dans le domaine de la transformation digitale, les pays en avance sont les pays anglophones, beaucoup plus que les pays africains. Mais également, il y a également quelque chose de très important à travers la formation. Quand on nous apprend, que ce soit dans la finance ou dans la technique, etc., toute la formation se fait en anglais. Donc, ils ont accès à ces connaissances-là à la base en anglais, alors que nous, francophones, donc, il va falloir faire ce travail de le faire d'abord en français. Mais là-dessus, et de passer à la traduction en anglais pour pouvoir être à leur niveau. Là-dessus, justement, pardon de t'interrompre, mais l'IA, justement, règle le problème. Aujourd'hui, on peut apprendre en Wolof. Exactement. On peut apprendre en Darija, on peut apprendre en Peul. Et ça, c'est extraordinaire. C'est fondamental. Aujourd'hui, en parlant de ça, donc, on a plus de 3500 langues et dialectes africains. Et en termes de contenu, on disait que l'Afrique produit que 1% de contenu dans l'IA. Et je pense que si on arrive à codifier ces langues, à pouvoir les mettre comme on l'a fait en Wolof, en Darija et dans d'autres langues, et de permettre à des gens qui n'ont pas été à l'école, qui ne parlent pas l'anglais, de pouvoir faire le codage, de pouvoir faire de la programmation dans sa langue locale. Donc je pense que les gens qu'on considère comme étant des gens dans le secteur informel pourront accéder à l'information et apporter des solutions natives par rapport à la langue locale. Des maths, voilà, comme les mathématiques. Comme au Maroc, on apprend dans sa langue natale. De façon vraiment et on voit bien que les Marocains sont les premiers dans les écoles, les classes prépa, etc. Et quand on le voit, comme toi, quand on arrive à l'école, déjà, on a une année de retard pour un cours d'initiation. Oui. Quand on arrive à l'école primaire, on commence par les cours d'initiation pour commencer à apprendre ou comprendre c'est quoi le français. Alors qu'ils ont commencé par le CP, donc on a déjà une année de retard. Donc ce qui fait que tout cela, dans ça, donc je pense que l'IA est là pour apporter des réponses par rapport à ça et pour permettre d'accélérer et d'aider les gens qui n'ont pas, de nous mettre au même niveau que les autres. Tout à fait, tout à fait. Je vais peut-être laisser la parole à Salima pour conclure justement et nous donner son angle de vue de ce point de vue. Ah, magnifique. Très bien. Très bien, très bien. Donc peut-être Salima d'abord sur le sujet et puis Jean-Michel peut-être pour finir. Merci beaucoup, Shams. Et je voudrais vraiment construire sur ce que Mohamedou était en train de dire. La formation, oui, et quelque chose que tu as dit tout à l'heure, la stratégie IA, la vision IA. Là où l'Afrique anglophone est un peu en avance par rapport à l'Afrique francophone, et c'est un peu la bataille que nous essayons de mener aussi avec nos partenaires gouvernementaux, c'est vraiment ils ont vite compris que pour attirer les big tech, il faut avoir une vision claire, une stratégie claire, exécutable, et où il y a du storytelling aussi, il y a une vision ambitieuse. Et là, ça soulève un enjeu. Je voudrais juste commenter sur le fait qu'on ait 3500 dialectes en Afrique. Vous allez trouver que les dialectes anglophones ont été inclus plus rapidement que ceux dans les pays francophones. Et là, ça nous met une responsabilité encore plus importante que sur les compétences, mais comment on préserve notre culture, comment on s'assure qu'on développe des compétences dans nos cultures pour que ces compétences-là restent en Afrique aussi. Et moi, j'aime bien avoir des ressources qui sont en train de servir le First World, l'Europe et les États-Unis, mais j'aimerais bien qu'elles commencent à servir nos propres marchés, nos propres... Absolument, absolument. Complètement en phase avec toi, Salima. C'est magnifique. On est tous d'accord. Est-ce que... Jean-Michel, est-ce qu'il est... On ne le voit plus à l'écran, du coup, c'est pour ça que je... On les entend, donc c'est bien. Ah, parfait. Vous m'entendez? Non, oui, on t'entend, vas-y. Le sport, tout le monde aime le sport ici, et le football en particulier. Donc, il y a la CAN qui arrive, la Coupe du Monde bientôt. À toi. Non, mais déjà, en rebond de ce qui a été dit, je suis assez en phase avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a une vraie opportunité également pour l'Afrique et pour les jeunes. Ça va créer des emplois, ça ne va pas en détruire, mais ça va créer des nouveaux emplois, des nouvelles fonctions, des nouveaux jobs avec des déplacements à plein niveau. Et de toute façon, je pense que tous ceux qui ne se mettent pas à l'IA à un moment donné, c'est eux qui vont être décalés. Donc je pense que c'est quelque chose d'incontournable. Et pour la dernière intervention, je pense qu'il y a une dimension qui est importante. Pour que l'Afrique soit aussi dans, je dirais, tout l'écosystème de l'IA, il faut aussi que tous les grands outils d'IA, les grands
rythme, puissent s'entraîner sur des données africaines. En fait, je ne suis pas inquiet sur la qualité même de chercheurs africains. Il y a de très, très bons laboratoires de recherche en Afrique sur l'IA. Je ne suis pas inquiet sur la formation, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il y ait des millions de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, hein, pas que les jeunes, hein, africains qui utilisent l'IA. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Mon souci, c'est par rapport aux données africaines. La plupart des grands outils d'IA aujourd'hui ne s'entraînent pas sur des données africaines. Et ça, c'est un vrai sujet et c'est un vrai risque. D'ailleurs, l'exemple qui a été donné à l'instant par vous-même sur malheureusement, Jean-Michel, on ne t'entend pas très bien, mais je pense qu'on a saisi l'essentiel de ce que tu as dit, et en particulier les données. C'est stratégique, c'est véritablement stratégique pour l'Afrique, parce qu'il ne peut pas y avoir d'IA sans données. Et on ne peut pas continuer à importer des concepts qui nous sont étrangers en Afrique. On a besoin de créer notre propre IA avec nos propres données. Et c'est un des moteurs pour pouvoir booster l'IA. Également, évidemment, les investissements en infrastructure. On parle de puissance de calcul pour pouvoir justement avoir un rythme, enfin tenir la cadence de ce point de vue-là. Et j'ai lu, je voudrais partager avec vous, et pour moi c'est ça ma conclusion à moi par rapport à tous les échanges qu'on a eus. Je vous invite à lire le livre de Karim Beguir, qui est le CEO, cofondateur de la seule boîte tech africaine qui a réussi en fait à se vendre à l'international à un niveau que j'ignore d'ailleurs, tellement il doit être conséquent, et qui a écrit un livre récemment juste sur l'avenir de l'Afrique à l'ère de l'IA, et qui combine à la fois tout ce capital dont dispose l'Afrique, en particulier le capital démographique, et qui invite les États, qui invite l'ensemble des Africains à repenser nos stratégies face à l'IA. Tu le disais tout à l'heure, Salima. Et pour lui, la combinaison de la donnée, la combinaison donc de l'IA, pardon, de tout ce qui est énergie renouvelable. L'Afrique en a vraiment à revendre, très clairement. On a l'exemple de l'Éthiopie, qui a réussi aujourd'hui à vraiment capitaliser sur donc les barrages électriques, et qui a même, et donc ça c'est le troisième volet, c'est la blockchain, enfin tout ce qui est crypto-monnaie, le Bitcoin. Il considère que la combinaison de ces trois va vraiment permettre à l'Afrique de devenir leader et de s'enrichir et vraiment d'aider le reste du monde en partageant donc son énergie. On voit bien que les centrales nucléaires, ça prend des années à être construit, ça demande énormément d'argent, énormément de fonds, tandis qu'en Afrique, regardez le soleil. Donc, le Maroc est très en avance là-dessus. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand j'allais à l'aéroport et que je voyais que cet aéroport est à X% alimenté par l'énergie solaire. Donc, on a ce qu'il faut. On a la jeunesse, on a l'énergie. Et ce qui reste, c'est tout simplement qu'on s'y mette tous, que le public comme le privé se mettent ensemble, s'asseyent, définissent des stratégies, définissent une vision et que tout le monde suive. Les ministres l'ont dit hier et je pense que c'est un peu comme cela qu'on peut conclure cet échange. Merci beaucoup, merci à nos invités. Merci beaucoup, Shams. Merci à nos invités.